Combien sont nombreux les moments difficiles quand on travaille dans la gouvernance en Afrique. Mais je crois que ça, c'est l'un des moments les plus difficiles pour moi, de présenter un véritable monument de la culture africaine. Mais je voudrais cependant juste m'en tenir à 5 minutes, parce que le temps est précieux et tout ce que le professeur dira vaudra 1000 fois mieux que tout ce que je dis. Et c'est dans ces conditions que je vais juste rappeler à ceux d'entre vous qui êtes encore jeunes. Je voudrais vous dire, soyez assurés que vous vivez en ce moment un moment historique. La rencontre que vous avez aujourd'hui avec le professeur Théodire est quelque chose qui devra marquer votre mémoire pour la vie. Le professeur Albert Théodire a été de toutes les luttes en Afrique. Depuis la lutte de l'indépendance jusqu'à la lutte pour l'intégration africaine et maintenant pour la lutte pour la renaissance de l'Afrique, le professeur Albert Théodire s'est engagé, non pas seulement impliqué, il s'est engagé. Et quand vous savez ce que cela veut dire engagé, ça veut dire la prise de risque. Le professeur Albert Théodire, s'il l'avait voulu, aurait pu être président de la République chez lui depuis longtemps. Il a toujours indiqué que l'avancement de son pays n'est pas seulement lié à lui-même, sa propre histoire. Et donc, il a travaillé sur d'autres fronts, en profondeur. Et cela a largement dépassé les frontières du Bénin. Et cela a bénéficié à toute l'Afrique entière. Le professeur Albert Théodire a été le contemporain, mais aussi le compagnon de tous les grands esprits de ces 50 dernières années en Afrique, en commençant par Houphouët-Boigny, en commençant par Lumumba, par Nkrumah, par Senghor, par Cheikh Anta Diop, par Joseph Kizerbo, par Hampâté Bâ, tous ces esprits qui ont fait la fierté de l'Afrique, qui ont posé les fondements d'un développement stable de l'Afrique, ont été côtoyés par le professeur Théodire, qui a affûté sa réflexion, enrichi sa réflexion au contact de tous ces esprits. Lorsqu'il était encore aux Nations Unies, comme directeur général adjoint du BIT à Genève, pendant près de 12 ans, moi je n'étais qu'en terminale à l'époque, et lorsque, dans les années 80, il a écrit son livre qui m'a servi, moi, comme base principale de ma thèse de doctorat, Pauvreté, richesse des nations. Le professeur Albert Théodire est une véritable chance pour l'Afrique et je vous invite, chers amis, à écouter attentivement tout ce qu'il vous dira, mais surtout à profiter pour lui poser toutes les questions. Il n'y aura pas de questions idiotes. Il n'y aura pas de questions stupides. Il faut profiter du savoir et de l'expérience et surtout de la disponibilité que le professeur nous offre ce matin. Professeur, je vous passe la parole. Merci. Cher Monsieur Yé, Monsieur le directeur, Madame la directrice, chers amis, Monsieur Yé a été très généreux à mon égard. Je ne vais pas dire qu'il ne vous a pas dit la vérité. Je vous ai dit qu'il a trop dit. Je suis comme vous, un Africain des profondeurs, sorti d'une famille ordinaire, qui a eu de la chance
dans ma vie d'étudier, de rencontrer, d'apprendre et peut-être d'avoir la chance d'une certaine discipline qui m'a permis de ne pas écouter ceux qui savent plus que moi. Je vous ai préparé une leçon. Je vais souhaiter une leçon inaugurale. Elle est là. Je vais m'y référer de temps en temps. Je vais vous la laisser. Vous allez l'approfondir. Et puis je vais vous parler. Je vais vous parler pour vous permettre de savoir ce que j'ai écrit, de savoir pourquoi j'ai écrit, et ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, reconnaissant à votre égard. Je suis reconnaissant à votre égard parce que c'est moi qui résous un problème intérieur. Quand on a l'âge où le Seigneur m'a permis d'arriver, on est inquiet. On est inquiet pour ses enfants, on est inquiet pour sa famille, on est inquiet pour son pays. On se dit, et si Dieu disait demain c'est fini, qu'est-ce que tu laisses? C'est ça mon souci à moi. Et vous me donnez la chance de contribuer à résoudre ce problème-là. Je dois être reconnaissant. Parce que, un de mes collaborateurs avec moi, je ne suis habité que par cette angoisse depuis plusieurs mois. Je n'ai besoin de rien du point de vue matériel. Je n'ai jamais été riche, mais je n'ai pas de dette à l'égard de personne. Et par conséquent, ce n'est pas ce problème-là qui me préoccupe. Les gens sont gentils avec moi et disent de bonnes choses. Bon. Donc je n'ai pas de reconnaissance sociale à rechercher. Quand je passe, les gens sont gentils, généreux, ils me disent bonjour gentiment, ils me respectent, tant mieux pour moi. Mais je ne suis pas heureux pour autant. Je ne suis pas heureux lorsque tout à l'heure je vous ai dit que quand j'apprends la manière dont la directrice du Trésor de Guinée a été trucidée, quand je vois, quand je suis harcelé tous les jours par des jeunes qui veulent avoir un diplôme ou un poste à la fonction publique et qui veulent un appui, etc., tout ça me désole. L'autre jour, je disais à un journaliste, M. Boisbouvier, pour ne pas le nommer, que je suis très préoccupé par une chose. C'est vrai, je suis venu pour vous parler de corruption. C'est vrai, je suis venu pour vous parler d'intégrité, etc. Mais j'ai comme l'impression que c'est nouveau. Je dis bien, j'ai l'impression que c'est nouveau. Quand même, vous avez dit que j'ai eu la chance de côtoyer certaines personnalités. Certaines sont vivantes. Tout à l'heure, je parlais à un de vos amis, M. Khan, de M. Cheikh Hamidou Khan. Je connais bien M. Matarumbo. Je connais Abdoulaye Ly. Je connais Seck, l'ancien ministre du Sénégal, qui a été ministre de l'Éducation, de la Culture, le premier ministre d'État de la Culture, etc. Mais c'est des gens dont je ne peux pas dire qu'ils n'ont jamais palpé 200 millions dans leur vie. Je ne vois pas très bien le château qu'ils ont quelque part en France. Je ne vois pas les milliards qu'ils peuvent revendiquer comme part dans telle société internationale. Je ne vois pas. Je ne vois pas Senghor, que je connais un peu quand même, pour ne pas dire qu'il m'a honoré sa très grande amitié. Je ne le vois pas avec une fortune qui
tenterait qui que ce soit. Alors, il y a un décalage quelque part. Il y a eu un dérapage quelque part. Et les hommes dont je parle, qui s'appellent Cheikh Abdou Kane, etc., sont des gens qui finissent leur vie très honorablement. Je vous dis, dans mon cas, bon. Alors, il y a une corruption, il y a eu un moment où nous avons dérapé. Et je pense qu'il faut que nous revenions à notre sens. L'Afrique a faim de moyens, a faim d'un développement réel, mais je crois que l'Afrique a d'abord faim d'un réarmement moral. Tout à l'heure, je vous ai dit que le travail, il y a. Je suis sûr aujourd'hui que tous les jeunes qui veulent s'éduquer, qui sont exigeants d'être premiers de classe, de préparer un vrai concours, d'être un vrai médecin, un vrai ingénieur, n'ont aucun souci à se faire pour leur métier, pour le travail. Tous ceux qui ont cette chance-là et qui en profitent ont du travail. Tous ceux qui ont la chance de vouloir mettre l'initiative devant ont du travail. Tous ceux qui attendent qu'on leur donne ont des problèmes. Tous ceux qui attendent qu'on leur donne, qui ne cherchent pas, qui ne se mobilisent pas, qui n'étudient pas, qui veulent profiter des autres, ont des problèmes. Alors, j'aimerais vous ramener à un certain nombre de valeurs. Premièrement, sachez que le monde ne nous a pas favorisés. Ce sont les circonstances. Il ne faut pas en vouloir aux gens, il ne faut pas vouloir à l'histoire. Mais c'est comme ça. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation, nous avons connu le travail forcé, nous avons connu ces choses-là, qui ont été pour nous des handicaps. C'est vrai. Mais nous avons lutté. Nous n'en sommes pas restés là. Dans aucun pays. Chacun a fait sa part de lutte, mais quand même, que ce soit au niveau des Asiatiques, au niveau des Latino-Américains, des Bolivars, que ce soit à notre niveau à nous, on s'est bagarré pour arracher la reconnaissance que nous devions avoir. On s'est bagarré et on n'a pas été seul. On a eu des solidarités humaines exceptionnelles. L'Afrique est à nous, mais l'Afrique n'est pas seulement à nous. L'humanité est venue à notre secours. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Et donc, quand je regarde mon parcours à moi, qu'est-ce qui a fait la différence? D'abord, j'ai commencé par profiter de tous les milieux que j'ai fréquentés. Je ne néglige aucun espace de ma formation. Aucun. Et d'abord, l'espace familial. Ayez une religion de la famille. Je vous en prie. Voyez-vous? Quand je vois des gens aujourd'hui dire les anciens, etc., brocarder, oh, j'en appelle un. Je dis, tu sais d'où tu viens? Tu sais qui est ton père? Il était paysan. Aujourd'hui, toi tu es ingénieur.
Tu dis que les anciens n'ont rien fait. Je crois que ton père et ta mère n'ont rien fait. Pour que toi tu sois ce que tu es, ils ont accepté le travail forcé. Ils ont accepté d'être cuisinier, d'être boy, d'être jardinier. Et toi, tu es allé à l'école. Ils ont tout sacrifié pour ça. Tu es ingénieur. C'est extraordinaire. Il fut un temps où ce n'était pas possible, ça. Donc, ayez une religion de la famille. Ayez une religion de la famille africaine, naturelle, solide. Tout ce que vous entendez des autres civilisations, saluez-les bien bas, ne les imitez pas. Nous savons que mon père et ma mère sont mes géniteurs. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Le reste passera. Je dis bien, ça passera. Chacun a ses goûts. Mais depuis la Bible, il y a eu ça. Ça n'a pas prospéré. Ça ne prospérera pas. Moi, je sais que je suis né dans une famille. Et que la famille me porte toute ma vie. Et que quand ça va très 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 mal, c'est encore vers la famille que je m'adosse. Il y a des accidents. Ça arrive. Mais la famille. Deuxièmement, j'ai eu la chance, dans ma famille, d'avoir une vraie famille. Au sens qu'il y avait le père, la mère, les enfants, que c'était une famille chrétienne, que nous étions 7, que mes parents ont vécu, les 7 les ont enterrés, c'est-à-dire que nous avons eu la chance d'être avec eux très longtemps et de voir qu'ils ont souffert avec nous et pour nous. On ne se comprenait pas à un moment donné parce qu'eux croyaient que, mais nous on a su que le corps de l'homme est différent, que c'est que ça, etc. Et puis, j'ai eu la chance, je parle de moi, d'aller à l'école. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Mon village n'est pas dans Porto Novo. C'est le village dont on dit, dans ma langue, que les hommes portent la brousse sur la tête. Beta. C'est-à-dire au fond du village là-bas. Voilà ce que je suis. Par hasard, mes parents ont rencontré des missionnaires catholiques. Par hasard. Ça a été leur chance. Ils m'ont mis à l'école avec eux. Ces hommes, bon, étaient blancs, barbus, etc. Mais ils m'ont mis à l'école et ils ont découvert que j'apprenais bien, que j'apprenais vite, que j'avais une bonne mémoire, que j'étais alerte. Puis ils m'ont ouvert le chemin. Je suis allé au CEP à 11 ans, 12 ans, 11 ans. Et à l'oral, je venais de chez les pères, mais c'était les inspecteurs laïcs qui interrogeaient à l'oral. Et puis, je vais à l'oral de français, on me dit, bon, tu lis ça. Je lis, je dis, résume ça. Je résume en regardant le professeur devant les yeux. Je dis, ce type-là, il faut le suivre. J'ai eu une bonne note. Et puis, bon, mais à l'école, c'était qui? C'était un brave vieux, Tani Momon, petit, qui me cognait. Je l'ai aimé, parce qu'il m'a introduit à ce que je suis devenu. J'ai eu mon CEP parmi les premiers. Très bien. Donc, j'ai appris, avec ma famille, à aimer celui qui m'a mis dans la tête qu'il fallait que je sois bon en classe et qu'on me respecte quand je viens à l'examen. Je dis, tiens, il est intéressant, il y a quelque chose en lui. Voyez ça. Puis, j'ai continué
à l'école, à bien travailler. Et parmi les premiers, j'ai voulu me faire prêtre parce que les missionnaires étaient là. Puis après, j'ai vu que ce n'était pas mon cas. Mais ce milieu-là m'a appris quoi? M'a appris la discipline. Il fallait se réveiller à 5 h du matin. Il fallait aller aux études de 5h30 à 7 h. Il fallait faire les classes. Il fallait faire la récréation à telle heure. J'ai appris à respecter l'heure. Et donc, tous les jours désormais, au plus tard à 6 h, je suis debout. Je dois me coucher à 21 h, 22 h au plus tard. Il faut que j'ai les 8 h, 7 h de sommeil. Et que mon cerveau puisse se régénérer. L'école, la formation. Et puis il faut que je sois premier en classe. Absolument. Sinon deuxième. Il faut que je sois l'homme sur qui on peut compter à la maison pour dire, tu sais Albert, on s'est sacrifié pour toi. Hein. Pas question que tu sois en retard. Donc j'ai appris. Et j'ai eu beaucoup de gens qui ont été pour moi des éclaireurs à l'école. Et puis, j'ai eu la chance de passer les examens et de voir, à chaque fois que j'avance, je n'ai pas d'adversaire, d'ennemi. J'essaye d'avoir des amis parmi les copains et j'essaye d'avoir les professeurs comme alliés. Donc, j'ajoute. Et puis ensuite, il y a eu la vie professionnelle, enseignement, etc. Mais chaque fois que vous êtes bon, que vous êtes discipliné, que vous travaillez, l'opinion vous fait. Les gens vous regardent. Les gens savent que avec vous, vous êtes reliable. On peut compter sur vous. Vous pouvez avancer. Même si vous ne voulez pas, on vient vers vous. Tu ne pourrais pas m'aider à faire ci. Tu ne pourrais pas m'aider à faire ça. Donc, la formation, la famille, l'école, la formation. Puis bon, certainement, un peu de chance dans la vie, mais un peu de curiosité, un peu d'audace. Ça vous mène tout ça loin. Mais je résume pour vous dire, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent par rapport à eux-mêmes. Il ne faut pas croire que Thévoé Géré, 83 ans, est né à 83 ans. Il a fait des efforts pour être là où il est. L'autre jour, je voyais des gens qui disaient un tel. Oui, mais De Gaulle n'est pas né De Gaulle. Non. De Gaulle est devenu De Gaulle. Pour ceux qui sont chrétiens, Saint-Augustin, c'est un voyou. Il a été un voyou. Sa mère pleurait. Qu'est-ce que je vais en faire, grand Dieu? Il a fallu qu'il y ait une rupture. Il a fallu qu'il change. Donc il dit, je ne ferai plus comme ça. Je l'ai décidé, je change. Il est devenu Saint-Augustin. Si vous ne voulez pas aller dans la pente descendante, il faut accepter, comme dit Chopard, il y a une pente à sens unique. C'est le sens ascendant. C'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Je suis en train de travailler sur un petit texte pour dans ce milieu-là, n'est-ce pas? Bientôt, dans un mois, vous aurez la fête de l'Épiphanie, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de... Le roi va tirer tout ça. Lisez bien le texte qui parle de l'Épiphanie. Vous verrez que les étoiles, etc., et puis les mages ont été guidés par une étoile, ils sont arrivés à Bethléem, ils ont vu l'enfant Jésus, ils ont donné des cadeaux, tout. Mais il y a un détail qu'on oublie souvent. Ils ont eu un rêve, un songe. Puisque c'était venu dire à quelqu'un, toi là, tu ne seras plus roi. Hérode. C'est que il y a un roi là qui est né.
Ah bon? Le roi est né ici, là? C'est très bien. Vous avez l'étoile? Vous irez, vous le voir? Allez-y. Après, revenez me voir, me dire comment vous l'avez trouvé, où vous l'avez trouvé. Et dans le songe, on leur dit, retournez chez vous par un autre chemin. Par un autre chemin. Et le lendemain, eux, ils ont obéi scrupuleusement. Ils sont retournés par un autre chemin. Et le plan du roi, qui était de massacrer tous les enfants de 2 ans, de 0 à 2 ans, pour être sûr que le roi était mort, a échoué. Donc, il y a un autre chemin à prendre. Et par conséquent, dans chacune de nos vies, un moment vient où il faut prendre un autre chemin. Tout à l'heure, je vous disais, le mot de l'abbé Pierre, l'histoire du monde et des nations est une suite de longues disciplines et de soudaines indisciplines. Un moment vient où il faut que quelqu'un dise non. Eh bien, vous remarquerez, les gens que je vous cite là, qu'ils s'appellent De Gaulle, qu'ils s'appellent un tel ou un tel, un moment vient où il faut que quelqu'un dise non. Alors, dans votre vie, il y a toujours un moment de charnière où vous devez prendre une décision. Dieu vous aide par votre formation, par votre famille, par votre école, par votre audace, à avoir ce jour-là le réflexe de dire le non qu'il faut. C'est votre mariage, c'est votre métier, c'est beaucoup de choses. Avoir l'audace de pouvoir dire non. Alors, je reviens à la situation qu'est la nôtre aujourd'hui en Afrique pour vous dire ceci. Si aujourd'hui, la situation que nous avons est celle que nous savons aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout, nous nous interrogeons sur notre avenir, de quoi s'agit-il en réalité? Nous refusons de nous mettre en cause. Nous refusons de prendre la pente ascendante. Nous refusons de faire en sorte que l'effort soit à la base de notre promotion. À partir de ce moment-là, c'est la démission. Alors, j'ai besoin de vous confier un message. Cela fait 50 ans que nous sommes indépendants. Cela fait 50 ans que nous avons légitimement revendiqué qu'on nous respecte. Car, je suis de ceux, je peux vous raconter l'histoire de la colonisation, je suis un anticolonialiste connu, fiché. Les services français me connaissent bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais aujourd'hui, je dois dire, autant la lutte a été à la fois légitime et âpre, autant je suis triste et désolé que des Africains soient obligés aujourd'hui de reconnaître que parfois c'était mieux avec les Blancs. C'est grave. C'est grave. Ça veut dire que nous avons raté le but de notre combat. Et que d'autres ont pris à bras le corps leur développement autrement que nous. Il n'y a pas de pays qui se développe sans travail. On est très content de demander aux Chinois beaucoup de projets. Qu'ils le veuillent ou non, ils ont leurs problèmes à eux. Ils ont mis à la base de tout le travail d'abord, la discipline d'abord, etc., etc. Nous avons
ces problèmes. Et donc, l'initiative que vous prenez est une initiative extraordinaire, exceptionnelle, sur laquelle je voudrais que nous travaillions sérieusement. Ce n'est jamais trop tard. Jamais. Le désespoir ne doit jamais nous habiter. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez initié une activité, une initiative à laquelle je voudrais attacher mes dernières forces. Parce que j'ai eu la chance que j'ai été désigné pour faire réfléchir les Africains sur les 50 ans d'indépendance. Et que nous avons sorti un manifeste du cinquantenaire qui s'appelle l'audace. L'audace qui est la base de notre remise en cause. Nous avons intitulé cela l'audace, unique défi pour une Afrique nouvelle. L'audace de se regarder en face. L'audace de se dire je dois changer. L'audace de se dire je dois prendre un autre chemin maintenant et le faire. L'audace de regarder autour de moi ceux qui réussissent mieux que moi, de ne pas les envier, mais de tenter de les égaler, sinon de les dépasser. L'audace de créer moi aussi. Mais je suis béninois. Il y en a quelques-uns. Merci d'être présent. Je suis au Bénin, au cœur d'une région qui a 300 millions de consommateurs. 300 millions. J'ai le Nigeria. C'est un marché énorme. J'ai toute l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Niger, etc. Tout Béninois, soyons pratiques, doit être capable d'échanger avec le voisin. Moi, je dois parler anglais. Je dois. C'est possible. Je ne peux pas parler l'anglais de Shakespeare, mais je peux parler l'anglais du pidgin. Mais si je veux travailler avec, échanger avec, je dois parler anglais. Je passe mon temps dans la rue, à Cotonou, au bord de la route, je ne fais rien. Je n'apprends pas l'anglais. Si je suis charpentier et que je parle anglais, je peux me offrir mes services à celui de Cotonou, comme à Ibo qui est là-bas, là, je peux baragouiner un peu d'anglais et travailler avec toi. Donc, le Bénin que je suis là, j'ai la chance de 300 millions de consommateurs. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est l'audace que j'ai d'apprendre pour bénéficier de l'environnement social qui est le mien? Je suis béninois. Ça veut dire que j'ai la chance d'avoir la mer. J'ai la mer. J'ai la chance qu'il pleut. Il pleut au Bénin. Beaucoup. J'ai la chance qu'on dit que mes compatriotes sont à la fois intelligents, travailleurs. J'ai des gens avec qui je peux me mettre ensemble pour coopérer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de cette donnée première? D'où la nécessité de m'interroger pour prendre le bon chemin. Le bon chemin. Déjà à mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour que, ensemble avec d'autres, je m'organise dans ce sens? Alors, si je viens à vous,
si je reviens à ce manifeste cinquantenaire, c'est pour vous demander quelque chose. D'abord, avant de partir, chacun de vous en aura un. Je souhaite que vous le connaissiez, que vous l'appréciez et que vous vous dites, qu'est-ce que je fais avec ça, moi et mes autres camarades? Comment je fais pour que sur le plan régional, international, groupe par groupe, cible par cible, j'intègre les valeurs que mes aînés ont voulu inclure dans ce qu'ils ont appelé, après tout, ils se sont rendus compte après 50 ans qu'ils ont échoué. Guillemets, guillemets. Ils ont dit, reprenons la route. Donc ils ont fait l'effort de la réflexion. Ils ont listé un certain nombre de choses sur lesquelles on peut véritablement faire un effort et changer aujourd'hui. Mais si ça ne traverse pas le cerveau des autres, si ça ne vient pas au niveau des jeunes, si ça ne se traduit pas par des activités concrètes, il n'y aura rien. On a perdu 3 ans déjà. Je dis, il n'y a pas de temps perdu. Ils ont encore décidé que les 50 ans de l'Union africaine, remettons ça. Disons, à l'occasion, dans 3 mois du commencement de les 50 ans de l'Union africaine, qu'avons-nous fait de ce manifeste? Que voulons-nous en faire? Qu'est-ce que nous pouvons créer? Merci à celle tout à l'heure qui a chanté « Respectons-nous », etc. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on fait de vous des consommateurs du néant. Oui, regardez l'Europe, regardez l'Asie, pour voir ces 2 continents. Si le progrès est désiré par nous, si nous prenons les bateaux pour aller chez eux, c'est pourquoi? Parce que c'est des pôles de développement, d'existence, de créativité. S'ils viennent chez nous, c'est parce que nous offrons des moyens pour eux de nourrir leur propre développement. Mais nous, on fait quoi de cela? C'est cela la question qu'il faut se poser. Alors, je souhaite que, à partir de cet exercice, qui a l'air de l'exercice limité, de l'exercice cloîtré presque, mais ce soit l'occasion de ceux qui ont pensé au vrai changement, se sont organisés pour, à partir de là, se sont multipliés pour que le feu prenne. Pour que le feu prenne, le feu de l'ardeur qui crée. Deuxièmement, je pense que non seulement il faut connaître et mettre en pratique le manifeste du cinquantenaire, il faut faire en sorte que sur le plan du changement de développement, cela nous conduise à un réalisme qui nous permet d'inventer. Les Africains, nous avons cette manie d'aujourd'hui de surtout imiter. Imiter. Ils font ceci dans le Nord, ils font ceci qui est clinquant aux États-Unis, ils boivent du Coca-Cola, ils sont obèses, on va là. Comment faire pour que les autres voient que dans notre environnement, on vit mieux, qu'on voit que dans notre environnement, on utilise la matière première que nous avons de l'énergie qui est solaire et autres, que nous pouvons générer, comme les Chinois génèrent, des choses que d'autres peuvent imiter, alors que il y a 30 ans, nous étions tous en train de nous moquer des Japonais et des Chinois.
Made in Japan, aujourd'hui, non. C'est eux qui nous disent, à force de trimer, à force d'imiter, nous avons découvert, nous, quelque chose de plus rapide qui permet d'aller plus avant. Nous avons besoin, madame, que Transparency International, le plus des autres, vous nous rameniez à un certain nombre de valeurs. Je voudrais résumer pour vous dire quoi. Premièrement, je vous ai parlé d'abord de votre implantation dans votre milieu, la valeur de la famille. Je vous ai parlé de la valeur de la formation. Je vous ai parlé de la valeur de votre travail pour conquérir l'environnement qui est le vôtre. Quand j'ai parlé du Bénin, quand j'ai parlé de 300 millions de consommateurs, c'est pour vous dire qu'en fait, nous n'avons pas besoin d'aller vendre en Europe. Le fait de dire que nous vendons nos produits dans le marché extraverti européen, qui est une richesse, c'est normal, c'est le commerce international. Mais nous avons un marché immédiat. Les Nigérians, 150, bientôt 200 millions, ils mangent, ils boivent, ils se chaussent, ils échangent. Mais c'est un marché immédiat. J'ai dit une fois au Bénin, on s'est moqué de moi, en disant si nous ne vendions que de l'eau potable au Nigeria, nous serions riches. C'est vrai. Donc, nous avons des conquêtes immédiates. Nous avons des possibilités immédiates. Trouvons-les. Et par conséquent, l'implantation géographique, l'implantation historique, l'implantation culturelle sont des richesses. Le manifeste du centenaire les rappelle. Comment nous organiser pour occuper ces espaces? Nous pouvons, le Bénin, sa part de marché pour les Européens, si nous pouvons, si nous sommes un marché de 100 000 personnes pour les Français, c'est beaucoup. C'est pas grand-chose. Alors que nous avons, je vous dis, 300 millions de consommateurs. Si notre coopération avec les Chinois, c'est pour nous aider à mieux produire notre nourriture, pour mieux les vendre, ou conquérir ensemble le marché nigérien, pourquoi pas? Cette invention-là, cette capacité d'inventer, nous l'avons. Pourquoi ne pas nous appuyer sur elle? Alors, je voudrais revenir au sujet que vous avez choisi. Il ne s'agit pas de vous dire que vous serez des saints demain. Nous sommes tous tentés par des faiblesses. Mais nous nous rendons bien compte que ce n'est pas parce que l'un de nous a des difficultés de comportement que tout le monde va s'engouffrer dans ce qui n'est pas porteur de développement pour soi. Alors nous avons besoin, premièrement, que l'effort de formation soit votre préoccupation première. La première corruption, c'est le refus de la formation. Parce qu'elle vous conduit à quoi? Elle vous conduit à quoi? Il vous conduit à mendier, à voler, à faire en sorte que, véritablement, vous ne puissiez pas être en mesure de vous tenir debout. Vous n'êtes pas intègre. Intègre, c'est ça, c'est se tenir debout. C'est se tenir debout soi-même. Donc c'est apprendre, c'est savoir. Ensuite, c'est sûr qu'avec les autres, vous devez apprendre une chose. Vous ne pouvez pas seul réussir. Non. Vous êtes d'abord un homme, une femme situé. Vous êtes situé en famille, vous êtes situé à l'école, vous êtes situé dans la société, vous êtes situé parce que c'est une phrase unique. C'est une phrase de solidarité.
cette solidarité qu'il faut bâtir. C'est cette solidarité qu'il faut animer. C'est de cette solidarité que vous allez vivre. Enfin, sachez que vous devez être ambitieux. J'ai connu, quand j'étais secrétaire général de l'Union africaine et malgache, 2 dames, qui étaient toutes les 2 gabonaises. C'est des secrétaires du Parlement gabonais qui m'avaient été prêtés pour être mes assistantes au secrétariat général de l'Union africaine et malgache. L'une s'appelait Célestine, je vois encore, Célestine Ngaka. L'autre s'appelait Augustine. Célestine est restée attachée à son secrétariat de l'Assemblée nationale gabonaise. 10 ans après, chacun a fait son chemin, je reviens au Gabon et je recherche ces personnes qui avaient été pour moi quand même des assistantes utiles. L'une avait passé les concours de l'IHOM, était devenue magistrat, était devenue procureur. L'autre, je l'ai retrouvé à l'Assemblée nationale. Dactylo, père de famille, bien planté. Alors, il faut être ambitieux. C'est-à-dire, il faut tous les jours, vous mettre en cause. Vous dire, qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je deviens demain? C'est ça, également. La corruption, c'est aussi ça. La corruption, c'est profiter. C'est se laisser aller. C'est rester là. Et ne pas chercher à être autre chose que ce que vous êtes maintenant, qui n'a qu'une opportunité, qui n'a qu'une occasion de vous développer. Alors, n'oubliez pas un certain nombre de valeurs que je me suis permis de rappeler. Premièrement, sachez qu'à un moment donné là, aujourd'hui peut-être, vous serez amené à prendre des décisions. Comment prendre la bonne décision qui concerne l'autre chemin? L'autre chemin. Retournez chez vous aujourd'hui en quittant tes voyages. Retournez chez vous par un autre chemin. Vous connaissez le chemin. Vous savez très bien ce qui vous dérange en vous aujourd'hui. Vous le savez. Moi, je ne sais pas. Mais vous savez. Vous savez ce qui vous retient. Ce qui vous retient en famille, ce qui vous retient à l'école, ce qui vous retient au bureau, ce qui vous empêche d'avancer, vous le savez. Décidez aujourd'hui que ça là, c'est fini. Si vous faites ça, la corruption a commencé à reculer. Parce que la corruption, ce n'est pas seulement voler quelque chose de l'autre. C'est le comportement intérieur que vous avez vis-à-vis des difficultés que vous devez affronter. Que cette difficulté-là ne vous empêche pas de dire « je dois faire l'effort ». Alors, si vous refusez cet effort, vous êtes corrompu. Parce que le mois venu, vous ferez comme les autres. Vous prendrez la pente descendante. Quand il y a la pente ascendante, un enfant au bout d'une route trouvera tout à coup 2 chemins. Alors il y en a un qui descend, et il y en a un qui monte. Alors à vous de choisir. Donc je vous dis ça. Je vous dis que vous avez une décision à prendre. Vous ne réussirez pas aujourd'hui à tout terminer le parcours, mais sachez que vous avez une décision à prendre. Et que si vous le faites, vous avez le pouvoir, le devoir de dire à l'autre, toi aussi, tu peux changer. Toi aussi, tu peux faire mieux que moi. Ah, nous avons tous applaudi Barack Obama. Mais il a dit, et avant de dire, il a pensé. Avant de penser, il a voulu. Yes, we can. Oui, nous pouvons. Et ce qui n'est jamais arrivé, ce que personne n'a jamais rêvé, qu'un nègre esclave devienne président des États-Unis, est arrivé. Et donc, nous pouvons changer. Et donc, votre exercice là,
Ce n'est pas n'importe quoi pour nous. Lorsque j'ai commencé à vous dire que je vous remercie, c'est vous dire que l'angoisse que j'ai d'une Afrique qui refuse le changement, d'une Afrique qui refuse l'effort, d'une Afrique qui refuse le travail, qui refuse de se remettre en cause, n'est pas justifiée. Oui, ce ne sera pas tout le monde, ce sera quelques-uns, mais on n'a pas besoin de tout le monde pour changer le monde. Non. On n'a pas besoin de tout le monde pour changer le monde. On a besoin que quelqu'un dise non. L'histoire de toutes les nations du monde est une suite de disciplines bêtes et de soudaines indisciplines. Le temps vient où il faut que quelqu'un dise non. Alors, monsieur Yé, je vous propose qu'ensemble nous disions non. Je vous propose qu'ensemble nous reprenions l'audace, unique défi pour une Afrique nouvelle. Cette audace passe par le changement que nous nous proposerons, passe par la fédération de ces changements, passe par des initiatives qui permettent de dire mais ce n'est pas possible. Ce Mali que nous voyons là, dans ces conditions-là, peut changer. Je termine par cela pour être concret. J'étais récemment au Mali avec mes collègues médiateurs de la République. Et nous avons constaté ce que tout le monde constate et déplore. Et nous nous sommes dit deux choses. Premièrement, ceux qui sont illuminés et se battent pour la charia ont une interprétation de la pratique religieuse qui est une interprétation particulière. Il y a des centaines de millions de musulmans dans le monde. Là où on coupe les bras et les jambes, c'est une minorité. Comment se fait-il que toutes les instances islamiques du monde ne se lèvent pas pour dire cette interprétation-là, nous la récusons? Qu'est-ce qui manque pour que tous ensemble, au lieu de dire que nous nous battons pour des croisades qui ne sont plus de ce temps, on se mette ensemble pour dire non à cela? C'est important. Et comment se fait-il que la chose principale, c'est la réponse intérieure? J'attends que les Maliens eux-mêmes disent ce que nous voulons, c'est ceci. Voici ma résistance intérieure. Voici mon nom intérieur. C'est de ce nom sur lequel je dois m'appuyer. C'est sur celui-là que les autres peuvent se fédérer pour m'aider à m'en sortir. Il faut que cette expression-là de fausse discipline, de soudaine discipline, pour dire je veux changer de chemin, arrive. J'ai besoin aujourd'hui de vous dire que l'Afrique, c'est vous. Elle commence par vous. Vous avez choisi le mauvais jour, la mauvaise date, le mauvais lieu, mais vous êtes embarqués. C'est vous qui avez choisi d'être là. Alors, mettez-vous en rang pour vous dire à vous-même, moi là, ce soir-là, quand je rentre chez moi, je revois mon intérieur.
je prends une décision. S'il faut que j'ajoute d'autres à cette décision, je le fais. Et nous commençons par un point d'appui. Transparency International. Nous avons un projet. Nous avons un programme. Nous avons une équipe. Nous prenons le temps pour le faire. Mais nous faisons en sorte que désormais, ce nouveau chemin-là soit connu, soit le chemin que nous soyons nombreux à suivre, et que, encore une fois, on n'a pas besoin de tout le monde pour changer le monde. On a besoin que des gens soient connus, enviés, et qu'on se dise, ben, c'est donc possible que des jeunes Africains arrivent à réaliser ceci sans qu'on leur donne beaucoup d'argent, sans qu'on investisse. Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous parler. Vous parler de mon parcours, vous parler de ma famille, vous parler de mes études, vous parler de ma pauvreté, vous parler de ma pauvreté qui n'est pas la mendicité. Comme je vous ai dit, je n'ai pas de dette. Et par conséquent, ce n'est pas l'accumulation de quelques biens que je n'emporterai pas qui fera de moi quoi que ce soit de plus. Par contre, ce que nous aurons fait ici ensemble, si vous le prenez vraiment au sérieux, permettra à la Côte d'Ivoire, permettra au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, de contribuer, au Sénégal, de contribuer à un changement qualitatif qui fera de nous des hommes respectables et respectés dans la communauté des nations, parce que nous avons besoin aussi d'être absolument présents dans la mutation qui s'annonce. Senghor parlait des mutants. Eh bien, le moment est venu d'avoir un autre visage. Le visage africain ne doit être un visage uniquement de ceux qu'on assiste. C'est aussi le visage de ceux dont on avait besoin hier, de ceux qu'on plaint aujourd'hui et de ceux dont on aura besoin demain. Il est temps, c'est Khatem Yassir qui le dit, je finis par là, il est temps que notre corps s'allume et que nous prenions feu pour que s'émeuvent les spectateurs et que le monde ouvre enfin les yeux, non pas sur nos dépouilles, mais sur les plaies des survivants. On n'a pas de dépouilles à offrir. On a des souffrances à montrer parce qu'on a des victoires à imposer dans ce monde en faisant d'abord la victoire, en obtenant d'abord la victoire sur nous-mêmes. Rentrez chez vous, mes amis, et changez dès ce soir. Je vous attends. Le texte est là. Hein. Merci. Merci, professeur. Chers amis,